Donc, le langage PLSQL. Attends. Le langage PLSQL. Pardon. C'est quoi ça? Le langage PLSQL, donc comme son nom l'indique, PL, c'est Procedural Language, c'est-à-dire le langage procédural. On a ajouté à SQL ce que nous avons l'habitude d'écrire en SQL, donc la possibilité d'écrire des structures de programmes. On pourra écrire des boucles, des contrôles avec le if, déclarer des variables, etc. Donc, c'est une extension du langage SQL. Donc, on aura en même temps des requêtes SQL qui cohabitent en même temps avec des structures de contrôle. Vous avez l'habitude dans les langages de programmation qui vont nous permettre d'échanger d'informations entre les requêtes SQL. C'est-à-dire, quand je fais un select, par exemple, je peux, avec un select, je peux mettre les résultats dans des variables que je vais utiliser dans une autre requête select, par exemple, ou dans une autre requête SQL. D'accord? Donc, ça, c'est le but de ce langage, ce qui nous permettre de faire. Alors, le langage PLSQL, où est-ce qu'on peut l'utiliser? On peut l'utiliser dans l'écriture des procédures, procédures et même fonctions, des triggers. Vous avez remarqué, quand on a parlé des triggers, que le corps du trigger, les instructions qui sont déclenchées automatiquement par un trigger, sont écrites dans un bloc entre begin et end. D'accord? Donc, c'est un bloc PLSQL. On peut écrire des instructions selon le langage PLSQL. Les exemples qu'on a fait jusqu'à maintenant avec le trigger, à part le cas où j'ai fait le if tout à l'heure, mais tous les autres cas, on a fait juste des instructions SQL. Mais on verra par la suite après comment dans un trigger on peut utiliser d'autres possibilités du PLSQL dans les instructions qu'on va déclencher dans le trigger. Donc, le langage PLSQL, il est utilisé dans l'écriture d'un trigger, dans l'écriture de procédures, aussi pour écrire des fonctions qui vont être utilisées dans des requêtes SQL. D'accord? Et aussi dans les autres outils d'Oracle, tels que Forms, Report, etc. Alors, un bloc PLSQL contient une section de déclaration, une section d'instruction et une section de gestion d'erreurs ou gestion des exceptions. Alors, la section qui est obligatoire, c'est la section qui concerne les instructions, qui est comprise entre le begin et le end. Les deux autres sections sont facultatives, c'est-à-dire si j'ai besoin de déclarer des variables, donc je définis ma section de déclaration qui est facultative. Si je veux définir des exceptions, gérer des exceptions, donc je définirai une section qui s'appelle section d'exception. Donc la section qui est obligatoire, c'est la section qui contient les instructions. Donc, comment c'est écrit? Remarquez les crochets vous montrent les parties facultatives. Donc, le bloc PLSQL, donc si je dois déclarer des variables, ça commence par le mot réservé déclare. Donc, déclare veut dire que je vais déclarer des variables.
D'accord? Je fais toutes mes déclarations avant de commencer les instructions. Ensuite, quand je commence les instructions, c'est avec un begin. Je termine mes instructions avec un end. Donc ça, le begin et le end, vous voyez, il n'y a pas de crochet, c'est obligatoire. À l'intérieur, après la partie instruction, je peux ajouter une partie qui est entre crochets pour dire qu'elle est facultative, pour gérer les exceptions, qui commence par le mot réservé exception. Donc ça, c'est le corps d'un bloc PLSQL. Que vous pouvez écrire, par exemple, comme en TP, vous utilisez le SQL+, vous pouvez écrire directement donc, le bloc de ce bloc PLSQL dans le SQL+. Il va s'exécuter directement. Alors, ici, je vous donne des exemples de déclaration de variables. Nous allons utiliser les mêmes types de données, les types qu'on a définis dans SQL, le varchar, date, varchar2, char, etc. Vous pouvez les utiliser. D'accord? Donc, vous avez le nom de la variable et son type. Vous pouvez l'initialiser quand vous écrivez le nom de la, par exemple ici note, on est en train de dire que c'est un number 4,2, ça veut dire c'est 2 chiffres, virgule 2 chiffres. D'accord? Je peux l'initialiser quand je fais 2 points égale 10. Donc, j'ai initialisé note à 10. Ensuite, je pourrais la modifier dans mon programme. Ici, c'est deux types particuliers qui sont liés au modèle relationnel parce qu'on utilise les tables. Donc, je peux récupérer le tuple d'un tuple de la table avec la clause rowType. Ça veut dire que ici, j'écris le nom de la table, pourcentage, rowType. Ça veut dire que le type d'une ligne du tuple de la table, je vais le donner à cette variable-là. Cette variable aura la même structure que le tuple de cette table. Ou bien je peux récupérer le type d'un champ, d'un attribut, en écrivant le nom de la table, point, le nom de l'attribut, pourcentage, type. Donc, je vais prendre le type de cet attribut, je vais l'affecter à V2. Elle aura le même type que l'attribut de cette table. Là, ça sert à quoi? C'est quand je veux récupérer dans une variable, par exemple, le contenu d'un tuple, cette variable doit avoir le même type que ce tuple-là, donc je vais lui accorder ça, je vais l'écrire comme ça. Ou bien je veux récupérer ce qu'il y a dans un champ d'une relation, dans un attribut, je vais récupérer dans une variable, donc je vais donner à cette variable le même type que cet attribut. Et c'est comme ça qu'on l'écrit. D'accord pour le row type et le type, vous avez compris? L'utilité de ces deux types? D'accord? Alors, le if dans PLSQL, la syntaxe du if, nous avons dans le cas du if si alors, donc c'est if, condition, then, l'instruction, and if. D'accord? Donc, si la condition est vérifiée, then, c'est-à-dire alors, exécuter les instructions qui sont ici. Les instructions sont terminées par des points-virgules. Même la dernière instruction, il faut mettre un point-virgule. Et le end if se termine aussi par un point-virgule. D'accord? Donc, même si vous oubliez le point-virgule, même de la dernière instruction, il va vous dire erreur. D'accord? Donc, ne pas oublier, chaque instruction est terminée par un point-virgule. Ensuite, le end if se termine par un point-virgule. D'accord? Donc, ça, c'est la syntaxe du si alors. Si vous avez un sinon, donc if, condition, then, instruction, une ou plusieurs instructions, d'accord, séparées par des points-virgules.
Sinon, else, des instructions aussi ici, une ou plusieurs instructions, séparées par des points-virgules, et on le termine, le if est terminé par end if. D'accord? Si nous avons plusieurs si imbriqués, alors des si imbriqués, ça veut dire comment il est écrit, la syntaxe du PLSQL. Vous avez if condition 1, then instruction, donc ici instruction toujours une ou plusieurs. Ensuite, vous avez else if. D'accord? Donc else if, ça veut dire que c'est des if imbriqués. Else if, deuxième condition, then instruction. Autant de else if que vous voulez. D'accord? C'est-à-dire si j'ai plusieurs if imbriqués, donc c'est le sinon, d'accord, plusieurs imbriqués. Donc ici, bon, ici c'est pas un 2, plutôt c'est un n, d'accord? Et je termine par un else, le dernier else, instruction, end if. D'accord? Ça veut dire ce f, c'est donc toutes ces conditions ne sont pas vérifiées, sinon, donc, on fait directement instruction. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas une condition. D'accord? Si toutes ces conditions ne sont pas vérifiées, j'entre dans ce else. D'accord? Donc ça, c'est comment écrire des if imbriqués. Nous avons, pour les alternatives, aussi le cas du case. Alors, le case, nous avons deux façons. Soit je fais case variable, et donc avec des when. Donc, dans le cas où la variable qui est définie ici est égale à expression 1, alors j'exécute instruction 1. Sinon, si cette variable est égale à expression 2, donc j'exécute instruction 2, etc. Autant de cas que je veux. Else, ça veut dire sinon, ça veut dire qu'elle n'est égale à aucune des expressions précédentes, alors je fais l'instruction qui est ici. End case. Et toujours, ici, c'est une ou plusieurs instructions. D'accord? Il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre plusieurs instructions séparées par des points-virgules. Sinon, il y a la deuxième façon d'écrire le case. Pardon, ici, il n'y a pas variable. Bon, je vais corriger tout de suite. Je vais corriger. Donc, ici, tout à l'heure, j'ai dit c'est un N. Ici, il n'y a pas de variable parce qu'on est en train de comparer par rapport à des conditions. D'accord? Donc, revenir. Voilà. D'accord? Case, il n'y a pas de variable. Parce que là, quand on a une variable, on va faire l'égalité entre la variable et l'expression qui est ici, une à une. Ici, on donne des conditions booléennes. Donc, case, dans le cas où cette condition est vérifiée, alors exécutez cette instruction. Dans le cas où cette condition est vérifiée, on exécute cette instruction, etc. Else, ça veut dire toutes les conditions précédentes ne sont pas vérifiées, donc on fait cette instruction qui est là. D'accord? Donc ça, c'est pour le case. Les boucles dans PLSQL, donc avec le boucle, on peut faire les boucles tant que, les boucles pour et les boucles répétées jusqu'à. D'accord? On peut écrire les trois possibilités. Donc, pour la boucle pour, c'est-à-dire for, alors dans le for, qu'est-ce qu'on fait généralement? Ici, for 1, in, quand on vous dit de 1, 2 points à 10, ça veut dire le 1. Ici, je donne la borne inférieure, la borne max, d'accord? Donc, allant, ça veut dire que le i, for i, allant de 1 à 10. D'accord? La borne inférieure, la borne supérieure. Ici, là, le nom de la variable. Donc, pour i allant de 1 à 10, loop, c'est-à-dire répéter, l'instruction, et à la fin du for, c'est end loop. Donc, c'est comme ça que c'est la syntaxe du for dans le PLSQL. Une boucle tant que, while, condition, loop, instruction, end loop.
Donc, tant que condition ici, tant qu'elle est vérifiée, je vais boucler, exécuter ce qui est dans l'instruction. Je répète, tant que la condition est vérifiée, je répète. Et quand je sors, je termine, la fin, elle est au niveau du end loop. Donc ça, c'est tant que. La boucle répétée, donc répéter, c'est généralement en n'est pas vérifiée, je boucle avec, je répète l'instruction. Donc, tant qu'elle n'est pas vérifiée, je répète l'instruction. Dès que la condition est vérifiée, je sors. Donc ça, c'est les trois possibilités pour écrire les boucles. Je peux aussi écrire des procédures et des fonctions en PLSQL. Donc, pour la procédure, j'utilise le mot create, comme d'habitude, on utilise le create pour créer des choses. Donc, or replace, comme on l'a vu, or replace, on l'a vu pour le Tiger et pour la vue. La même chose pour la procédure. Donc, or replace, quand est-ce qu'on l'utilise? C'est la même chose comme pour les autres objets qu'on a déjà vus. C'est quand je veux modifier. C'est-à-dire, j'ai déjà créé ma procédure, je veux modifier son corps, donc j'écris create or replace. Si la crée pour la première fois, j'écris create tout simplement. D'accord? Procédure, donc create procédure, le nom de la procédure, de ma procédure que je vais définir. Ensuite, je vais écrire entre parenthèses les paramètres. Remarquez les crochets qui disent que les paramètres sont facultatifs. Mais je peux les définir. Si je définis mes paramètres, je dois donner le nom du paramètre et son type. Ici, le type SQL. Est-ce que c'est un char? Est-ce que c'est un number? Est-ce que c'est un... etc. Alors, le paramètre, il peut être un paramètre en entrée, en sortie ou en entrée-sortie. Donc, s'il est en entrée, on écrit in. Si c'est un paramètre de sortie, j'écris out. S'il est entrée-sortie, j'écris in-out. D'accord? Un paramètre d'entrée, ça veut dire que je vais l'utiliser en entrée seulement. Je ne vais pas le modifier dans la procédure. Même si vous allez le modifier, ça ne va pas l'affecter. D'accord? C'est un paramètre en entrée. Même si vous le modifiez à l'intérieur de la procédure, quand vous sortez de la procédure, le changement que vous avez fait ne va pas prendre effet. D'accord? C'est un paramètre de lecture. J'ai besoin de sa valeur pour faire mon traitement. Out, c'est un paramètre de sortie. Donc, il ne doit pas forcément contenir une valeur quand on l'a dans l'appel de la procédure. On doit, nous, faire un traitement, le résultat, le mettre dans ce paramètre-là. In-out, ça veut dire que c'est un paramètre en même temps à l'entrée, c'est-à-dire qu'il contient une valeur au départ que je vais modifier par mon traitement et je le donne comme sortie après. D'accord? Donc, in, out ou bien in-out. Je peux définir une valeur par défaut à mon paramètre. Je fais 2 points égales default. Voilà, donc ici, je peux définir plusieurs paramètres. Is bloc PLSQL. D'accord? Is, et je vais écrire mon bloc PLSQL. Pour les fonctions, c'est presque la même chose, c'est presque comme la procédure. La différence, c'est que la fonction va retourner un résultat. D'accord? Alors, on définit le format de la valeur que va retourner la fonction. Donc, vous avez create or replace la valeur que va prendre cette fonction. Ça va? Bon, ici, vous avez l'habitude de travailler avec les langages de programmation, donc normalement, il n'y a pas de problème. C'est juste la syntaxe, pour s'habituer de la syntaxe du PLSQL.
Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, parce qu'on manipule des relations, c'est comment récupérer le résultat d'un select dans des variables. Donc, soit vous le récupérez dans une seule variable qui a comme type un enregistrement, le même tuple que le select, d'accord? Donc, vous pouvez l'écrire directement dans une seule variable, ou bien dans plusieurs variables, c'est-à-dire si le select donne plusieurs attributs, plusieurs variables, je vais affecter toutes ces valeurs à des variables différentes. Donc, select, liste d'attributs, ou bien les valeurs qu'on a, into, liste de variables. From, le nom de la table. Bon, ici, à partir du from, vous pouvez écrire ce que vous voulez. C'est un select. D'accord? Bon, ici, j'ai écrit un nom de table juste comme exemple, mais on peut avoir une jointure, on peut avoir un groupe by, vous pouvez faire dans votre select ce que vous voulez. D'accord? L'important avec ce select, l'important, c'est qu'il donne une seule valeur, enfin un seul résultat plutôt. Je vais vous donner un exemple. Ici, select étoile into V1 from bateau where and bat égale 103. Quand j'écris into V1, ici j'ai écrit étoile. Étoile, ça veut dire, et je n'ai pas sélectionné un attribut de bateau, je vais prendre tous les attributs de bateau. Si vous vous rappelez, la relation bateau contient 3 attributs. Le numéro du bateau, le nom du bateau et le sponsor. Ça veut dire que le select étoile va me donner 3 valeurs, le numéro, le nom et le sponsor. Quand je dis select, donc étoile into V1, cela sous-entend que j'ai déclaré V1 comme le type de la relation bateau. C'est-à-dire que V1, c'est un enregistrement qui a 3 champs, 3 champs. Le premier, il a le même type que le numéro du bateau. Le deuxième, le nom du bateau. Le troisième, c'est un sponsor. Pour que je puisse mettre ce résultat-là dans V1. D'accord? Donc, V1, dans ce cas-là, pour le bateau numéro 103, c'est 103 El Behja BNA. D'accord? Ça veut dire que V1, je l'ai déclaré. Quand j'ai parlé tout à l'heure des déclarations, j'ai dit, si vous vous rappelez, le row type. Ici, V1, je vais la déclarer bateau, pourcentage, row type. C'est-à-dire, elle prend la structure d'un tuple de bateau. D'accord? Ou bien, je sélectionne un attribut. Par exemple, je fais select non-bat into V2 from bateau where nbat égale 104. Si j'exécute ça, V2 va prendre le nom du bateau, c'est la colombe. Ça veut dire que ici, V2, quand je la déclare, la variable V2, je vais la déclarer, elle va avoir le même type que non-bat. Ça veut dire comment je vais l'écrire? Je vais dire V2 bateau.non-bat pourcentage type. V2 va prendre le type de l'attribut non-bat. D'accord? Donc ici, avec le select into, ça nous permet de récupérer le résultat du select dans des variables. Alors, ce select, comme remarque, c'est que le select into, il renvoie un seul enregistrement. Ça veut dire que quand vous écrivez votre requête, il faut être sûr que le résultat de ce select, c'est un seul enregistrement. S'il donne plusieurs enregistrements, le système va vous déclarer une erreur. Ou bien s'il ne trouve pas, si c'est aucun enregistrement, aussi, il va déclarer une erreur. Ça veut dire que ce select doit nous donner un résultat et un seul pour qu'il marche correctement. Sinon, comme j'écris ici, une erreur est générée. Maintenant, si je veux extraire plusieurs tuples, d'accord, donc pour tout à l'heure, ici, c'est extraire un seul tuple. J'ai besoin d'extraire un seul tuple. J'utilise le select into variable. Si je veux un select récupérer plusieurs lignes d'un select, dans ce cas-là, j'utilise ce qu'on appelle les curseurs. D'accord? Les curseurs nous permettent de traiter des requêtes qui donnent comme résultat plusieurs lignes.
Donc, c'est quoi un curseur? C'est une zone de mémoire qui a une certaine taille, utilisée par le moteur d'Oracle pour analyser et interpréter les ordres SQL. Donc, nous avons deux types de curseurs. Des curseurs implicites, c'est des curseurs qui sont générés et gérés par Oracle, par le SGBD. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il exécute un ordre SQL, il est en train de récupérer ses résultats dans des curseurs qui sont gérés par le système. Et il y a les curseurs explicites qui sont gérés par l'utilisateur. D'accord? C'est les curseurs que nous définissons et gérons dans nos programmes. Alors, un curseur explicite va vous permettre de gérer, c'est-à-dire vous avez un ordre select qui génère qui donne comme résultat plusieurs lignes. Le curseur va vous permettre de traiter les lignes une à une, chaque ligne une à une, les utiliser. Ça dépend de ce que vous voulez faire comme traitement pour ces lignes-là. D'accord? Donc, on va les récupérer. Les lignes du select, on va les récupérer quelque part dans ce curseur et on va les traiter. Alors, d'abord, il faut déclarer ce curseur, le curseur explicite. Pour le déclarer, on utilise le mot réservé QSOL. Le nom de notre curseur, c'est un nom que vous donnez, is, et vous donnez un ordre select, d'accord, dont le résultat va être placé dans ce curseur-là. D'accord? Donc ici, c'est la syntaxe. Vous écrivez curseur pour dire que c'est un curseur, le nom de votre curseur, is, et vous donnez un select ici. Donc, quand il va exécuter ce select, le résultat de ce select va être mis dans le curseur que vous avez défini. Donc ça, c'est la syntaxe pour déclarer votre curseur. Un exemple ici, par exemple, je fais déclare, dans la partie déclaration, curseur, je l'appelle CR, is select nbat non-bat from bateau. Ça veut dire que ce curseur, ce qui s'appelle CR, il va contenir deux colonnes. La première, c'est nbat, la deuxième, c'est non-bat, et le contenu, c'est tous les numéros et noms bateau de la relation bateau. D'accord? Mais bien sûr, dans le curseur, ça peut être plus que ça. D'accord? Ça, j'ai donné un exemple simple, mais vous pouvez écrire dans votre select ce que vous voulez. Ça dépend des traitements que vous voulez effectuer. Alors, une fois déclaré, pour l'utiliser, il faut l'ouvrir, le curseur. Le curseur doit être ouvert pour pouvoir être... Alors, donc un curseur, pour qu'il puisse être utilisé, il faut l'ouvrir. Alors, l'ouverture d'un curseur se fait par l'instruction open. D'accord? Open, le nom du curseur. Alors, comme on vous dit ici, l'ouverture va déclencher l'allocation mémoire du curseur parce qu'on va mettre quelque chose dans ce curseur, donc il a besoin d'une mémoire, d'un certain espace, d'accord, pour garder le résultat de son select. Et bien sûr, il va déclencher l'analyse syntaxique et sémantique de l'ordre select. Quand on exécute l'ordre select, on va parcourir le curseur, c'est-à-dire quand on a exécuté les select, on a récupéré le résultat du select dans notre curseur. On va maintenant pouvoir parcourir le curseur, récupérer les lignes une à une pour faire ce qu'on veut faire comme traitement. Donc, l'instruction fetch vous permet le positionnement sur la ligne suivante. Chargement de l'enregistrement courant de un ou plusieurs variables. D'accord? La syntaxe
Donc, vous avez fetch le nom du curseur into les variables. Soit vous donnez le nom d'un enregistrement, c'est-à-dire la variable prend toute la ligne, donc le tout c'est-à-dire le tout dans la même variable, ou bien c'est une liste de valeurs qui correspondent aux attributs de ce curseur, ce qui contient comme colonne. Donc ici, fetch CR into B, ça veut dire que B est déclaré comme CR row type. Vous avez vu tout à l'heure quand j'ai donné la déclaration, vous pouvez déclarer comme une table, le fait de dire le nom d'une table, pourcentage row type, vous pouvez aussi dire CR. CR, c'est-à-dire que CR, je l'ai déjà défini, c'est un curseur, je l'ai déjà déclaré. Après la déclaration de CR, je peux déclarer une variable qui va prendre exactement le même type qu'une ligne de CR. B, je vais la déclarer CR pourcentage row type. Et dans ce cas-là, je peux écrire fetch CR into B, c'est-à-dire parce que B a la même structure que les lignes de CR. D'accord? Quand on termine, on peut fermer le curseur avec close. À chaque fois, on vous dit qu'un curseur, durant son existence, depuis son ouverture à sa fermeture, il contient tout le temps l'adresse de la ligne courante, la ligne où il est positionné. Et dans un même programme PLSQL, vous pouvez déclarer et utiliser plusieurs curseurs en même temps. D'accord? Maintenant, il y a une boucle for que vous pouvez utiliser spécialement pour le curseur. On l'appelle for de curseur, une boucle de for de curseur, qui va vous éviter d'utiliser le open, le fetch et le close. C'est-à-dire que si vous allez faire comme un traitement qui va se répéter avec une boucle for, vous pouvez utiliser une boucle for de curseur. Automatiquement, elle va ouvrir le curseur, elle va parcourir le curseur du début jusqu'à la fin, et quand on arrive à la fin, elle va le fermer. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à utiliser le open, le fetch et le close si vous utilisez ce genre de boucle. Elle s'arrête d'elle-même à la fin de l'extraction de la dernière ligne du curseur. Je déclare dans mon for une variable qui est définie comme du même type que une ligne du curseur. D'accord? Cette variable qui va être déclarée automatiquement parce que l'accès aux valeurs des colonnes se fait également par la notation pointée, c'est-à-dire si je déclare la variable B, B point quelque chose, je vais leur affecter directement les champs du curseur. Donc là, on va voir tout ça en TD et en TP. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir? Il y a des questions? Donc, on va reprendre la notion du PLSQL en TD et en TP. D'accord? On va faire un TD sur PLSQL, on va faire un TD pour utiliser tout ça.
Alors, comme tout à l'heure, je vous demande d'écrire vos noms et prénoms et groupe. Les gens qui sont là, vous m'écrivez nom, prénom, groupe, s'il vous plaît, avant de terminer. Je vais mettre le cours dans le site où je mets les cours. Donc, je vais mettre le cours sur ce qu'on vient de faire aujourd'hui, PLSQL. Et je vais vous envoyer aussi la liste, la série, le corrigé de l'exercice d'aujourd'hui. Je vais aussi peut-être envoyer le corrigé de l'exercice 2 de la série sur les contraintes d'intégrité pour les gens qui n'ont pas pu assister la dernière fois quand j'ai regroupé les deux groupes. Pour les gens qui n'ont pas pu assister, donc je vais vous envoyer aussi le corrigé de l'exercice 2. D'accord, c'est bon? Donc, si vous avez écrit vos noms, je vous remercie pour votre présence.